Voilà un sujet quasiment philosophique pour démarrer. Les plantes ont-elles une âme? Les best-sellers mondiaux de l'intelligence des plantes, de l'italien Stefano Mancuso, et puis La vie secrète des arbres, qui a été écrit. Ce sont deux best-sellers par un Allemand qui s'appelle Peter Wohlleben. C'est un des écrivains français qui maintenant s'attaque à ce sujet passionnant. Parmi les plus populaires, il s'agit de Didier von Kovlart, que vous connaissez probablement. Alors, il a signé donc un livre qui s'appelle Les émotions cachées des plantes. Et vous l'avez beaucoup aimé, Michel. Oui, absolument, Guillaume. Vraiment, c'est un livre que je ne peux que recommander, d'ailleurs. C'est vrai qu'alors voilà, par intérêt personnel, tout ce qui touche un petit peu à la nature m'intéresse. Je suis tombé sur ce bouquin un petit C'est peu. votre côté Edelweiss. Mon côté Helvet et Helvet, oui, absolument. Mais voilà, c'est vraiment un bouquin, une fois que vous l'avez lu, vous avez de la peine à regarder les plantes avec le même regard qu'auparavant. Et c'est un livre aussi qui s'inscrit, alors vous avez cité, il y a eu Stefano Mancuso, qui est voilà, le célébrissime neurobiologiste végétal, qui a inventé le domaine et qui a écrit vraiment un best-seller alors, à l'échelle mondiale, l'intelligence des plantes. Mais avant ça, voilà, ça s'inscrit, on va dire, dans un renouveau de l'intérêt qu'on peut porter à la végétation, aux plantes, quelque chose qu'on avait un petit peu mis de côté. Il y a un film également auquel je pense qui était « Il était une forêt », signé de Luc Jacquet et Francis Allais, ça date de 2012, c'est un film documentaire absolument splendide. Il y a eu Zep, dont je vous ai parlé dans cette émission, qui a écrit une BD qui s'appelle The End, qui explique comment la nature finalement décide de se débarrasser des hommes parce que décidément ils sont trop insupportables. Et le livre de Van Kovlart, eh bien, Mais quelle est la thèse du livre de Van alors, le Kovlart livre de Van Kovlart s'inscrit là-dedans pour nous expliquer que les plantes, il y a une forme d'intelligence chez les plantes. Alors, certains sont d'accord avec ça, certains ne sont pas d'accord avec ça dans la communauté scientifique, mais d'une manière générale, d'expliquer que nous descendons, les animaux, nous les hommes, les animaux, descendons des plantes. La première source de vie sur la Terre, c'était les plantes. C'était des algues qui, petit à petit, ont commencé à acquérir une autonomie et qui, finalement, voilà, sont devenus des animaux. Et donc, nous sommes devenus des hommes descendants de ces animaux. Et que les plantes... Il fait vraiment le lien, Van Kovlart. Ah oui, c'est pas Van Kovlart, la science le fait. Donc, c'est même pas Van Kovlart, en l'occurrence. C'est un fait scientifique établi, désormais. La première source de vie, c'était... D'accord. Voilà, c'était ça. L'hybride entre les deux, c'est le ténia. C'est ça qui est assez drôle. Exactement. Le ténia est entre l'animal et la plante, en fait. C'est ça, absolument. Oui, c'est ça. Et d'expliquer qu'aujourd'hui... On mange les deux. Ça, c'est la plante carnivore. Mais pas de la De même l'émission. manière. Oui. Et donc d'expliquer, à travers un certain nombre de témoignages, évidemment, lui, on le connaît beaucoup comme romancier, mais c'est aussi un vulgarisateur scientifique depuis des années, il s'intéresse à cela, de raconter un certain nombre d'anecdotes ou d'expériences scientifiques. Il cite beaucoup Clive Baxter, qui a été un pionnier dans la découverte de la sensibilité, de l'adaptabilité des plantes. Clive Baxter, qui était le type qui a inventé, c'est rigolo, il y a vraiment des points un peu étonnants, qui était le type qui a mis au point le détecteur de mensonges le plus... poussé à l'époque pour la CIA, et puis qui un jour se dit, parce qu'il avait une plante verte dans son laboratoire, il dit tiens, je vais lui brancher des électrodes à cette plante verte pour voir comment cette dernière va réagir. Mal. Si éventuellement je trempe une de ces feuilles dans une tasse de café chaud, alors il met l'électrode, il fait tremper la feuille dans le café chaud, puis la plante réagit, il voit sur l'électrogramme que voilà, il y a un petit pic comme ça, mais finalement c'est pas énorme. Puis alors, il essaie encore 2-3 choses, et puis la plante réagit, mais pas tellement. Puis finalement, il se dit, mais je vais la brûler, cette plante, parce que j'ai vraiment envie qu'elle réagisse. Et au moment où il formule l'idée, c'est ça qui est génial, au moment La où plante, tout d'un coup, il y a vraiment, on voit sur l'électrogramme, la plante fait comme ça. Mais au moment où il formule l'idée, il n'a pas amené le briquet. Et vraiment, là, à ce moment-là, il se dit, il y a quelque chose qui se passe. Langue Je ne sais pas, dans la langue de l'esprit. C'est après toute la question qui se pose, c'est-à-dire comment les plantes sont capables finalement d'être sensibles à l'environnement. Et il y a énormément comme ça d'anecdotes ou d'expériences scientifiques qui sont mises en avant. Moi, une de celles qui m'a le plus plantes frappé. fassent partie du monde du vivant, tout le monde le comprend. Ouais. Après, la question, c'est de savoir s'il y a derrière tout ça l'idée d'une démonstration qui, au fond, a été un grand débat aussi autour des animaux et Konrad Lorenz. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un langage, est-ce qu'il y a une souffrance, est-ce qu'il y a une certaine forme d'humanité qui est cachée derrière tout ça, en dehors de la structure du vivant? En tout cas, il y a une intelligence. En tout cas, il y a une intelligence qui est démontrée dans le livre de Didier Van Kovlart, comment elles se protègent de la maladie, comment elles peuvent émettre un poison quand elles se sentent attaquées. Et Michel le disait très bien, Didier Van Kovlart a toujours fait ça. Je me souviens d'un de ses livres qui s'appelait La demi-pensionnaire, où l'héroïne déjà allait parler aux plantes et on voyait que les plantes réagissaient. Donc il se servait d'expériences que lui a faites aussi, parce qu'il est très très impliqué, il est passionné par ça depuis 20 ans. Donc en lisant le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut plus effectivement regarder une plante de la même façon
et elles sont dotées d'une intelligence. Et on parlait de tous ceux qui ont inspiré aussi Didier Van Cauwelaert avec des ouvrages récents. Il y a aussi une chaîne YouTube qui est assez connue, on va dire des millennials, qui s'appelle Et tout le monde s'en fout, qui est une chaîne de vulgarisation scientifique, qui a fait un film, une démonstration de 5 minutes, pourquoi les plantes sont-elles intelligentes. Et je vous assure que quand vous regardez ce petit film qui est très accessible... Vous ne regardez plus une fougère de la même manière. Non, non, et vous ne la mangez plus en tout cas. On joue rarement des fougères, la salade de fougères. Nicolas. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce livre-là, Les émotions cachées des plantes, c'est la façon dont ça nous permet de repenser notre rapport au vivant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, en tout cas chez nous, dans ces derniers temps, des droits des animaux, de notre rapport avec les animaux, de leur place dans notre société, pour utiliser et pour en fait sensibiliser les gens à cette relation-là qu'on a avec les animaux. On a beaucoup utilisé, évidemment, l'anthropomorphisme. Donc, les animaux vivent des émotions. Et dans ce livre-là, on parle du phytomorphisme. Et moi, c'est un thème que j'avais jamais entendu et qui m'a vraiment intéressé parce que c'est vrai que j'ai lu le livre dans l'avion avant d'arriver à Paris. Je suis débarqué à Paris. Premièrement, il y avait de la verdure, j'étais heureux, pas de neige. Et deuxièmement, ça m'a fait repenser, en fait, à ce rapport-là avec les fleurs, avec la verdure et à me sensibiliser à l'idée qui vivent quelque chose. Donc, pour moi, c'est très intéressant. Après, il y a, je pense, à certains égards, peut-être un risque de dérive quelconque. Oui, parce que, par exemple, quand on parle, par exemple, de remplacer les organismes génétiquement modifiés, les OGM, par des OMM, des organismes musicalement modifiés, quand on parle de l'idée que la musique peut permettre aux plantes de générer une certaine forme de protéines, je me dis que si on est déjà sceptique au départ avant d'aborder ce livre-là, on va l'être encore plus avec des termes et des locutions comme celle-là. Mais pour moi, ça reste quand même un livre de sensibilisation très intéressant. Ouais. Mais en même temps, quand vous regardez votre salade, si tout d'un coup vous êtes pris par... Vous êtes là avec votre scarole, vous avez mis un petit assaisonnement et tout d'un coup vous êtes pétrifié par l'idée qu'à la lecture de Van Cauwelaert, la salade a une âme. On mange plus rien. On mange plus rien. Mais non, elle n'a pas une âme. Sylvestre, mais je plaisante légèrement. Vous êtes l'exégète et moi je suis le plaisantin. Je me suis posé la question aussi et je me suis dit, mais au final, je ne vais plus pouvoir manger de plantes si on me dit effectivement que... Le champignon à la grecque. Mais le champignon à la grecque a une âme. Ouais. C'est ça le problème. L'âme grecque. Et tout le background, Zorba. Aristote, etc. derrière. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'en filigrane de ce livre, il y a aussi un plaidoyer contre les organismes génétiquement modifiés. Il y a un plaidoyer aussi contre la pulvérisation. C'est important. Contre la pulvérisation à outrance. Et alors, il y a des chiffres à l'appui, etc. Et c'est en filigrane, donc il y a tout le côté un peu littéraire de Van Cauwelaert qui fait passer un peu les choses, à la différence des deux autres livres précédents, L'intelligence des plantes, qui a été fait par un scientifique, et puis La vie secrète des arbres, ça c'était plutôt un forestier. Et donc ici on a un auteur qui explique ça, donc c'est intéressant à ce titre-là. Et donc ce n'est pas moralisateur à outrance, je trouve, mais il y a quand même un message derrière qui est très très intéressant et qui est très très fort, et qui explique en fait que si on laisse faire la nature, elle est tout à fait capable de pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et en définitive, et c'est là que ça fait peur, ça fait un peu film d'anticipation, c'est de dire les plantes n'ont pas besoin de vous, faites attention, parce qu'à un moment donné, si vous les maltraitez, elles vont empoisonner leurs racines, elles vont empoisonner leurs feuilles et vous ne pourrez plus jamais les manger, chose qu'elles font effectivement avec d'autres types de prédateurs. Et donc, je trouve que la perspective est un peu effrayante. Mon chéri, vous êtes celui qui parmi nous voyageait le plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a justement dans toutes ces cultures que vous traversez au nom de la francophonie un rapport à la nature différent ? Oui, bien sûr, évidemment. On va dire c'est surtout en Europe et en Amérique du Nord qu'on s'est coupé de la nature et que les humains se sont autoproclamés l'espèce supérieure au mépris des animaux, au mépris des plantes et au mépris souvent des autres humains, malheureusement. Mais moi, je parle quasiment tous les matins à mon baobab que j'ai rapporté de Dakar, parce que le Sénégal est le pays des baobabs avec Madagascar, et il me fait des feuilles absolument magnifiques. Mais tout le monde s'était moqué dans les années 70 de Stevie Wonder quand il avait fait la musique d'un film qui s'appelait La vie secrète des plantes, qui déjà expliquait tout à fait ce phénomène. Et puis, un certain nombre d'expériences ont démontré que les plantes ont des auras. Ce qui donc démontre leur vie électromagnétique. Donc c'est bien Elles appartiennent au monde du vivant.
Donc voilà, donc l'ennemi des plantes comme des humains, c'est Monsanto. Question fondamentale, mon cher Michel, vous qui êtes le défenseur de ce livre, est-ce qu'on pourrait considérer, par exemple, à la lecture de von Kovlart, qu'un jardin à la française, donc un jardin bien organisé, est une sorte de goulag pour plantes? C'est une bonne question. Vous savez qu'effectivement, lorsqu'on, par exemple, on dit toujours. C'est une comparaison qui est légèrement douteuse. Non, mais ça me permet de dire autre chose. Alors, ça me permet de dire, Parce par que exemple. les Anglais ont une conception du jardin totalement différente. Alors, ce qui est drôle, parce que moi, personnellement, je préfère les jardins à l'anglaise qui sont un peu fouillis, comme ça, qui laissent la nature parler, plutôt que les jardins à la française qui sont bien taillés. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est un petit peu différent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est on parle toujours du fait d'un rapport qu'on peut avoir physique aux plantes, de toucher les plantes. Et les plantes vivent ça assez mal en général. Enfin, Stefano Mancuso l'explique bien dans son livre, un petit peu moins Didier Van Cauwelaert dans le sien, mais les plantes n'aiment pas du tout ça. C'est un vrai stress pour elles que d'être touchées par les hommes. Alors, paradoxalement, si on le fait de manière régulière chez les jeunes plantes, ça peut les amener au contraire à croître de manière, on va dire, plus forte, parce que justement, elles se renforcent, elles se régénèrent, elles se renforcent contre l'agression extérieure. Puisque nous allons terminer avec vous, mon cher Nicolas, puisque vous êtes le nouveau dans cette émission avec beaucoup de bonheur. Au fond, on a toujours défini la culture comme étant justement quelque chose qui s'établissait contre la nature. Et on a l'impression qu'avec von Kovlart, c'est la réintégration justement de l'une dans l'autre. Ouais, en fait, je pense que c'est la notion de réciprocité. Donc, les plantes font preuve, selon Didier Van Cauwelaert, d'une certaine forme d'altruisme. Donc, ils sont capables de non seulement faire des choses pour survivre elles-mêmes, mais pour permettre à d'autres êtres vivants autour d'eux de survivre et de mieux vivre. Je pense que c'est la notion donc de l'humain, de cet animal que nous sommes. Est-ce qu'on est capable, nous aussi, d'être capable d'être dans cette réciprocité, dans cet altruisme, de redonner aux plantes et d'être capable de les écouter pour qu'on puisse